Bonjour, bienvenue sur Histomed pour la dernière vidéo de cette playlist consacrée à la médecine du Moyen-Âge et qui va évoquer la peste, ou plutôt les pestes, même si cet épisode d'Histomed s'intéresse surtout à l'épidémie survenue au milieu du XIVe siècle, la fameuse peste noire, et qui correspond à la deuxième pandémie de peste. De nombreuses vidéos sur YouTube ont été consacrées à cette épidémie, surtout après l'épidémie de Covid. Aussi, je vous propose juste une synthèse. Cette redoutable affection tire son nom du latin pestis, terme générique pour désigner le fléau que le Dieu de Moïse infligea à l'Égypte. Cette maladie, appelée pestis, qui décima les Philistins après qu'ils se furent emparés de l'Arche d'Alliance, soulève plusieurs problèmes. Le premier consiste à bien poser le diagnostic du mal. Certains médecins considéraient en effet qu'un grand nombre de victimes dans un temps limité suffisait pour les regrouper sous ce terme de pestis. D'autres mettaient l'accent sur les signes cliniques, fièvre brusque et élevée, frissons, altération de l'état général jusqu'à la prostration, vomissements, douleurs sur le côté, sémiologie finalement peu spécifique, d'où une grande confusion. D'autres, enfin, n'évoquent la peste qu'avec l'apparition des bubons et des charbons, bien plus caractéristiques. Comme on le sait aujourd'hui, la peste, telle que nous la désignons dans notre nomenclature actuelle, est due à Yersinia pestis, du nom d'Alexandre Yersin, qui mit le germe en évidence à Hong Kong en 1894. Yersinia pestis est transmise par la puce du rat à l'homme, selon un cycle aujourd'hui bien connu. Après une piqûre de puce infectée, les premiers signes apparaissent en 1 à 6 jours. La période d'invasion est brève, 1 à 2 jours. Puis, elle est suivie d'un syndrome toxi-infectieux grave, avec une température à 40, des frissons, des céphalées, un malaise général, des algies diffuses. Apparaissent ensuite des phlyctènes au point de piqûre, puis, quelques jours après, des escarres noirâtres, le fameux charbon pesteux. C'est la période d'état de la maladie, avec le bubon localisé selon le point de piqûre, à l'aine, d'où le nom de maladie des aines ou maladie des bosses, plus rarement au cou ou à l'aisselle. Au bubon s'associent des signes généraux, céphalées, obnubilation, des troubles nerveux et psychiques, puis apparaissent des lésions emboliques sous-cutanées, avec des lésions nécrotiques gangréneuses et des hémorragies spontanées des muqueuses et des viscères, un purpura, des hématuries et de larges ecchymoses. Il existe quelques formes cliniques particulières, comme des formes septicémiques graves, mortelles en 24 à 48 heures, à début très brutal avec coma et sans bubon visible, et de rares formes bénignes, ambulatoires, avec juste une tuméfaction ganglionnaire qui dure 1 à 4 semaines, avec des signes généraux très atténués. À côté de cette forme dite bubonique, existe aussi la peste pulmonaire, avec une incubation courte de 1 à 3 jours. Elle se caractérise par un début brutal, avec une fièvre à 38, 39, une tachycardie, des crachats sanglants, une gêne respiratoire, une asphyxie progressive, entraînant une cyanose, et des troubles nerveux avec incoordination motrice et coma. La mortalité de cette forme est de 100% en 2 à 3 jours. Cette forme est de plus très contagieuse car elle se communique d'homme à homme par les gouttelettes de salive. Mais bien sûr, on ignorait tout ça au Moyen-Âge, tant de la cause que du mode de contamination, ce qui explique les nombreuses confusions avec d'autres maladies, de la simple grippe à la maladie du charbon, en passant par la typhoïde. D'où aussi la difficulté du chroniqueur de l'époque, comme de l'historien actuel, de faire un diagnostic rétrospectif de cette maladie, d'autant que le terme de peste ou de pestilence pouvait aussi être attribué à d'autres maladies non infectieuses, comme on l'a vu, avec l'ergotisme ou peste de feu, et qui correspondaient au mal des ardents. Plus les sources sont anciennes, plus il y a donc de risques de confusion, le terme de peste signifiant le plus souvent une épidémie grave. Prenons par exemple cette célèbre peinture à l'huile de 1652 de Michael Sweerts, intitulée « Peste dans une ville ancienne ». D'aucuns considèrent qu'il s'agirait là de la représentation de la peste athénienne, qui éclata en 430 avant notre ère, peste qui entraîna la mort de Périclès, et qui fut bien décrite et étudiée par Thucydide. Mais certains historiens voient dans ce récit, qui ne signale ni les bubons caractéristiques,
ni les taches noirâtres de la peau, comme on le voit sur cette reconstitution d'une jeune femme morte de cette épidémie, plutôt celui d'une épidémie de typhus. Ici, une autre représentation de cette peste d'Athènes, qui n'est donc pas la peste, par François Perrier, et qui se trouve au musée des Beaux-Arts de Dijon. Autre exemple de la difficulté des diagnostics rétrospectifs, avec la peste antonine, qui survint durant les règnes de Marc Aurèle et de Commode, entre 165 et 190, et qui évoque quant à elle davantage la variole. Par contre, la peste appelée justinienne, car propagée par les troupes de l'empereur romain au moment de sa tentative de reconquête du monde occidental, était bien due à Yersinia pestis. Cette peste va sévir entre 541 et 767 dans tout le bassin méditerranéen, avec un épisode paroxysmique jusqu'en 592. Elle est donc considérée comme la première véritable épidémie de peste. Cette épidémie, que les auteurs du Haut Moyen-Âge n'appelaient d'ailleurs pas peste, mais l'Ues inguinaria, c'est-à-dire maladie inguinale, comme Grégoire de Tours, Clades glandularia ou Inguinalis plaga, aurait débuté en Éthiopie vers 532 pour les premiers historiens qui s'intéressent à cette maladie. Mais il est prouvé aujourd'hui qu'elle fut importée d'Asie, et probablement par les routes maritimes de la soie, par l'océan Indien et la mer Rouge. Comme on le voit sur cette carte, cette épidémie atteignit de là l'Égypte avec un premier foyer en 541 au port de Péluse, à l'embouchure du Nil. La propagation par cabotage de port en port atteignit Constantinople en 541 et 50% de la population de l'Empire byzantin furent décimés par cette peste, essentiellement d'ailleurs dans sa forme bubonique, puis elle atteignit Rome et enfin Marseille en 543, épisode détaillé par Grégoire de Tours que nous avons évoqué, où l'épidémie dura jusqu'en 565. La distribution de l'épidémie se fit selon des axes commerciaux et logiquement, les poussées, localisées en Europe et dans les régions méditerranéennes, se firent autour des axes maritimes Rhône, Saône et Loire. Une seconde vague survint en 558-561, puis, à partir de 600, on nota un recul de la peste qui resta confinée en Italie, à Marseille et à Narbonne, s'étendant par vagues successives avant de s'éteindre en 767. Ainsi, 18 flambées de peste se succédèrent dans le sud de l'Europe de 541 à 767. Il s'agissait bien de la première pandémie de peste, car cette fois, elle est bien documentée avec sa sémiologie spécifique relatée dans les sources écrites, néanmoins rare et inégale. Parmi celles-ci, citons Évagre d'Épiphanie, auteur d'une histoire ecclésiastique, Procope de Césarée, pour qui la peste dépassait les bornes de la raison humaine et qui évoque 10 000 morts par jour à Constantinople, Grégoire de Tours, qui en parle dans son Histoire des Francs, Agassias, le principal historien du temps de Justinien, ou encore Paul Diacre. Tous rapportent en effet la présence des bubons. Mais à côté de ces sources écrites, des sources archéologiques et bioanthropologiques permettent aujourd'hui de la rattacher formellement à Yersinia pestis, la paléogénétique permettant même de préciser que le germe était légèrement différent de celui des épidémies ultérieures. Ici, une carte de toutes les références de la peste justinienne dans les sources textuelles, désignées par les dates et des lieux par les points noirs, et dans les cimetières où l'ADN de la peste a été trouvé dans des restes humains, ce sont les petits carrés jaunes. Les médecins de l'époque se sentaient impuissants. Ils étaient complètement désemparés devant cette nouvelle maladie dont ni Galien ni Hippocrate n'avaient parlé. Cette première épidémie, dont la mortalité est donc difficile à estimer, entre 50 et 20% de la population européenne sur 2 siècles, eut d'importantes conséquences sociales et politiques, mais son impact est tout aussi difficile à estimer que le nombre des victimes. Parmi ces conséquences, on considère que la peste de Justinien fut une des causes de la chute de l'Empire romain d'Orient, qui passa à cette époque de 26 à 19 millions d'habitants. Bien sûr, ce ne fut pas la seule cause, car il y eut d'autres maladies, des aléas climatiques, des famines, et bien sûr, l'invasion des Huns, qui ne furent d'ailleurs pas épargnés par la maladie, comme le montrent des charniers retrouvés en Mongolie. Elle explique en tout cas l'échec de Justinien
de réunir l'Empire d'Orient à celui d'Occident, sonnant le glas de l'Empire romain et consolidant l'Empire byzantin. Comme autre conséquence, on vit se réduire la population des ports et des villes du bassin méditerranéen, comme Éphèse, Constantinople ou Alexandrie, entraînant une diminution des communications et du commerce européen en Méditerranée, avec un transfert des centres de civilisation du bassin méditerranéen vers les pays d'Europe du Nord, épargnés par le mal, comme les Flandres ou l'Angleterre, comme le montre cette carte. Comme autre conséquence, il est probable que la peste de Justinien participa à l'émergence de la féodalité au détriment du pouvoir central affaibli. On peut aussi penser que cette maladie favorisa la naissance d'une nouvelle ère chrétienne avec une prééminence de la papauté romaine et surtout du monachisme. Cette épidémie, en participant au repli économique, culturel et politique de l'Occident, a sans doute également favorisé la conquête musulmane, la fin de l'épidémie correspondant en effet au début de l'islam. Le silence des sources, entre les 8e et 14e siècles, laisse penser que l'épidémie disparut, sans que l'on en connaisse vraiment la raison, mais l'archéologie funéraire sera sans doute à l'origine de nouvelles découvertes, notamment en Orient, car, il faut bien l'avouer, nos connaissances sur la peste restent encore très européocentrées. La deuxième épidémie de peste, celle qui nous intéresse donc ici, apparut en Chine vers 1338. La paléogénétique nous apprend que ce ne fut pas tout à fait le même germe que celui de la peste de Justinien, ce dernier étant lié à une souche d'origine asiatique désormais disparue. La question que nous sommes en droit de nous poser est de savoir pourquoi la peste est revenue à cette époque. Comme l'a bien démontré Mirko Grmek, il y a toujours un point de départ dans l'émergence ou la disparition de nouvelles maladies, de toute modification de la pathocénose, pour reprendre son terme. Les bactéries, comme les êtres vivants, dépendent en effet de l'écosystème dans lequel ils vivent. Des modifications environnementales, que ce soit un changement climatique, des modifications d'une démographie animale, des modifications d'un comportement humain, entraînant la rupture d'un équilibre précaire et de là, une modification de la pathocénose. C'est probablement ce qu'il s'est passé pour Yersinia pestis. Des conditions climatiques particulières avec notamment de grands écarts de température et de fortes précipitations dans la région de la chaîne de montagnes du Tian Shan au nord-ouest de la Chine, les fameuses montagnes célestes, survinrent dans ce qui était autrefois d'empire mongol. Elles auraient entraîné la diminution de la population des marmottes, qui était le premier hôte de Yersinia pestis et dont les Mongols d'ailleurs faisaient grande consommation. La bactérie, cherchant de nouvelles victimes, passa donc vers l'homme. Cette deuxième pandémie se distingue donc de la première par une meilleure adaptation du germe à des ectoparasites humains autres que la puce et le rat. Ce transfert déclencha une première épidémie, donc en 1338-1339 chez les Mongols, décimant les 2/3 de la population de la province du Hubei, dans le nord-est de la Chine, entraînant 500 000 morts. Puis, 4 couches plus virulentes émergèrent, et l'une d'entre elles, 8 ans plus tard, se propagea, suivant la route de la soie terrestre cette fois, mais aussi maritime probablement, vers l'Inde et surtout vers l'Asie centrale. Ainsi, la ville de Samarcande, ville carrefour de cette route commerciale, fut touchée en 1340, et l'épidémie de là gagna Kaffa, l'actuelle Théodosie ou Féodosia, située en Crimée sur la mer Noire. Or, en 1346, la ville, qui était un comptoir génois depuis un siècle, au même titre d'ailleurs que la forteresse génoise de Sudak, la seule citadelle génoise qui ait survécu en Crimée, était assiégée par des Mongols de la Horde d'Or, et qui allaient d'ailleurs être décimés par la maladie, réduisant à néant leur espoir de prendre la place. Les Mongols auraient alors, selon certains écrits, jeté délibérément des cadavres infestés par-dessus les murs, inaugurant la première guerre bactériologique. Il est cependant plus probable que les bactéries soient simplement entrées dans la ville, assiégée, par le biais des rats infestés de puces, se faufilant entre les lignes de siège. Toujours est-il qu'à partir de là, la maladie se propagea comme une traînée de poudre, car les Génois repartirent sans attendre de Kaffa, emmenant la maladie et les rats infectés dans les cales de leurs navires. Ils arrivèrent à Constantinople en 1347, puis à Messine, où,
Contrairement à la peste de Justinien, qui était restée essentiellement bubonique, il s'agissait cette fois d'une peste pulmonaire très contagieuse, ce qui explique son effroyable mortalité. Puis, laissant la place à une forme bubonique classique, elle gagna Gênes, Venise, et enfin Marseille et la France méridionale. Au cours des années 1348 à 1350, la maladie allait envahir la France entière, en suivant à nouveau les axes routiers et surtout fluviaux commerciaux, qui étaient de plus beaucoup plus développés que du temps de Justinien, avec notamment les fameuses foires de Champagne ou d'ailleurs. Logiquement, l'épidémie pénétra difficilement et plus tardivement dans des régions de faible densité humaine, telles que les régions montagneuses ou les déserts. De plus, cette épidémie arriva dans ce que les historiens appellent un monde plein. L'Europe avait en effet connu une importante progression démographique depuis le XIe siècle, avec ce que cela impose comme l'accroissement des villes volontiers surpeuplées et donc de la promiscuité, et des villes par ailleurs sales, même si des règles d'hygiène et de santé publique avaient commencé à apparaître ça et là, mais elles n'étaient en fait très peu suivies, d'où la présence de nombreux rats. Mais cette épidémie survient aussi à une époque climatique trouble, avec, en 1310, ce qu'on a appelé la petite ère glaciaire, qui entraîna un important refroidissement avec de nombreuses pluies, et donc de mauvaises récoltes, entraînant disette et famine, sans oublier la présence d'autres maladies, comme la dysenterie ou la coqueluche. Sans oublier non plus la guerre de 100 ans entre Français et Anglais, une autre sorte de peste, qui avait commencé 10 ans plus tôt. 2 ans avant l'apparition de la peste, en 1346, avait eu lieu en effet la fameuse bataille de Crécy, qui vit la déroute de Philippe VI. La peste ne sera d'ailleurs qu'une parenthèse durant ce conflit, puisque les hostilités reprendront dès 1355 avec la captivité du roi Jean le Bon à la bataille de Poitiers. Comme le démontre cette prière de l'époque, affamé, apesté, abello, libera nos domine, et selon l'adage qu'un malheur n'arrive jamais seul, la peste fut donc un fléau parmi d'autres en cette seconde moitié du XIVe siècle. Mais des malheurs qui se potentialisèrent, les guerres et les disettes affaiblirent les organismes, qui se défendirent moins bien contre l'infection, et elles entraînèrent des mouvements de population, civils mais aussi militaires, qui favorisèrent la contagion. Sans compter que la présence des soldats et des pilleurs empêchèrent les villes de prendre les mesures sanitaires de désinfection ou d'isolement nécessaires. Ce qui aurait pu donc être une simple épidémie, si elle était survenue à une période de paix et d'opulence, devint donc une catastrophe sanitaire. À l'époque, on parlait de mortalegra grande, comme Guy de Chauliac, d'épidémies, de grandes morts, de pestilences, de maladies des bosses, comme Guillaume de Machaut, ou de maladies des aines, de corruption moult périlleuse, de pestis universalis, à l'exemple de Pétrarque, mais toujours pas vraiment de peste, qui, comme on l'a vu, restait un terme générique pour parler d'épidémie grave. Alors pourquoi parle-t-on aujourd'hui de peste noire ? Ce terme fut en fait popularisé en 1832 par un auteur allemand, Johann Ecker, dans un livre intitulé « La mort noire au XIVe siècle ». Ce terme traduisait davantage dans son esprit le caractère terrible de cette maladie et le deuil qu'elle entraînait, que la noirceur de la peau des malades, comme on pourrait le penser. D'autres hypothèses ont évoqué l'apparition d'une comète noire, la présence d'anthracite dans la région de départ de la maladie, ou le fait qu'elle toucha d'abord les Sarrasins. Mais quel que soit le nom donné, il s'agissait bien cette fois de la peste telle que nous la connaissons aujourd'hui, et cela a d'ailleurs été confirmé par l'archéologie funéraire. La mortalité globale de cette deuxième épidémie est presque aussi difficile à évaluer que celle de Justinien en l'absence d'état civil fiable. À l'époque, il n'y avait pas un décompte journalier sur LCI. Heureusement d'ailleurs, car si l'épidémie de Covid entraîna une mortalité maximale de 0,5% dans la tranche d'âge 60-69 ans, les plus touchés, et notamment des personnes ayant déjà plusieurs pathologies comme l'obésité, celle de la peste toucha surtout les enfants et les adultes jeunes, avec une mortalité de 50%, soit 100 fois plus. Après la première vague, Clément VI, qui fut d'ailleurs un grand pape, fit procéder à une enquête pour évaluer la mortalité dans les ordres religieux.
Celle-ci lui permit une estimation de la mortalité à presque 24 millions de morts. Il était donc très difficile d'estimer le nombre exact de victimes de cette deuxième épidémie de peste, mais paradoxalement, de nombreux indices permettent aux historiens actuels d'apprécier plus précisément l'ampleur du phénomène. Ces historiens, qui ne sont plus seulement des médecins qui s'intéressent à l'histoire de leur art, comme ce sera le cas jusqu'au milieu du XXe siècle, mais des épidémiologistes, des historiens des sociétés, des entomologistes, des démographes, des archéologues, des microbiologistes, des généticiens, l'approche de la peste étant aujourd'hui pluridisciplinaire. Je vous renvoie ici aux travaux sur la peste de Jean-Noël Biraben, Frédéric Audouin-Rousseau, Patrick Boucheron ou Isabelle Segui, pour ne citer que quelques-uns des auteurs francophones. Les historiens actuels estiment la mortalité entre 30 et 50%, ce qui donne effectivement une fourchette plutôt large, mais variable selon les pays. 30% en Autriche, 40% en France, 60% en Grande-Bretagne et en Aragon, 80% à Majorque. Ces chiffres sont aujourd'hui confirmés par des études ADN qui montrent une restriction de la diversité génétique des populations dans ces régions. La mortalité est un peu plus facile à estimer par ville. Marseille, touchée une première fois en novembre 1347, perdit les 2/3 de sa population qui était de 20 000 habitants environ avant l'épidémie. Elle connut un pic en mars 1348, puis dut subir plusieurs vagues, dont la dernière, sur laquelle nous reviendrons, en 1720. À Narbonne, le nombre de feux, c'est-à-dire de foyers, passa de plus de 6 000 en 1336 à 2 500 en 1361, ce qui représente une diminution de plus de la moitié du nombre d'habitants. En Dauphiné, 4 moulins sur 5 et 1 four sur 2 fermèrent à la suite de l'épidémie. Albi et Castres perdirent la moitié de leur population entre 1348 et 1357. Ces chiffres sont calculés grâce aux registres paroissiaux et aux registres d'état civil, mais les historiens font appel à d'autres sources comme les actes notariés qui donnent des renseignements fort intéressants en montrant notamment l'augmentation du nombre de testaments. Le déroulement habituel de la rédaction d'un testament, qui se faisait à l'époque en présence du notaire et de 2 ou de plusieurs témoins, explique par ailleurs la forte mortalité dans cette profession. Cela contribua aussi au chaos et nombre de testaments furent source d'irrégularités et de captation d'héritage, d'autant que le mourant ignorait souvent que son ou ses héritiers étaient déjà morts à cause de la peste. Vous imaginez bien qu'il s'ensuivit, après chaque vague d'épidémie, des batailles juridiques qui firent la fortune des avocats. Parfois, les sources des historiens sont plus inattendues, comme à Orvieto, où c'est la pénurie de cire qui obligea à une réglementation dans le poids des cierges, ce qui permet d'apprécier la surmortalité. L'épidémie de Venise fit 46 000 morts sur une population de 140 000, dont 70% des membres du Grand Conseil. La majorité des victimes avaient moins de 25 ans, avec une nette prédominance de femmes, et notamment les femmes enceintes, et une très forte mortalité infantile. La décadence de la République daterait d'ailleurs de cette époque, du fait de l'impact sur le commerce. Cette prépondérance infantile de la mortalité est retrouvée ailleurs, comme en Provence, avec 75% des enfants de Valréas qui décédèrent en 1418. Parfois, les chiffres qui circulent sont plus fantaisistes, comme les 100 000 morts annoncés par Boccace à Florence. À noter que les différentes phases épidémiques, qui survinrent en gros tous les 10 ans, ne touchèrent pas forcément les mêmes populations à chaque fois, peut-être parce que les autres s'étaient immunisés. Mais d'une manière générale, elles touchèrent plus les villes que les campagnes, où l'habitat était dispersé. Signalons aussi comme facteur favorisant la mode vestimentaire de l'époque, avec des pèlerines en fourrure commune, lapins, chats, renards, que les pauvres portaient sur leurs chemises et où les puces pouvaient proliférer. Après les villes de Méditerranée que nous avons citées, le mal se propagea. Avignon, où se trouvait Guy de Chauliac, médecin du pape Clément VI, fut touché en 1348, entraînant 60 000 morts, soit un quart de la population. De là, l'épidémie atteignit le nord de la France en 1349, avec 50 000 morts à Paris au cours de l'année 1350. À Saint-Germain-l'Auxerrois, la paroisse la plus importante de Paris à l'époque,
on enregistra 3116 morts du 25 avril 1349 au 20 juin 1350. À Givry, en Bourgogne, grâce à l'un des plus anciens registres paroissiaux que l'on possède, du moins un livre de comptes recensant les décès comme on le voit ici, le curé, qui notait moins de 40 inhumations par an en moyenne, en enregistra 649 en 1348, dont la moitié en septembre. Inversement, la recrudescence des mariages, à la fin de l'année 1349, indique la fin de la contagion dans cette ville. Comme on le voit, la répercussion de l'épidémie était donc différente selon les lieux et selon les populations, mais aussi et surtout selon les activités des uns et des autres, avec trois corps sociaux particulièrement atteints, les hommes d'église, les médecins et les hommes de loi. Cette surmortalité par profession est logique, notamment en ce qui concernait les ordres mendiants, à cause de leur rôle de soins, à l'exemple des sœurs de l'Hôtel-Dieu qui payèrent un lourd tribut, ou à celui des moines capucins ou franciscains, chez lesquels on estime la mortalité à 9 pour 10. Mortalité liée néanmoins aussi probablement un peu à leur mode de vie dans les monastères, avec la promiscuité lors des offices et des repas. Quelques autres exemples de la surmortalité parmi le personnel religieux. À Bordeaux, en 1629, tous les religieux de l'hôpital des pestiférés moururent. Idem à Carcassonne et chez les Cordeliers d'Avignon. Seulement 5% des dominicains de Montpellier survécurent. Enfin, chez les Chartreux de Paris, on enregistra en moyenne 100 décès par an, et cela passa à 465 en 1348 et 280 en 1350. Il faut en effet souligner qu'à l'inverse des élites religieuses qui, pour la plupart, s'enfuirent des villes, les gens d'église en bas de l'échelle firent preuve d'un dévouement exceptionnel qu'ils payèrent souvent de leur vie. Je dis pour la plupart, mais pas tous, à l'exemple de Monseigneur de Belzins, évêque de Marseille, et que l'on voit ici, ou Charles Borromée, évêque de Milan, qui restèrent sur place et s'illustrèrent pendant les vagues épidémiques. Cette surmortalité du bas clergé entraînera un bouleversement dans la démographie religieuse qui aura pour conséquence de discréditer l'Église, car pour prêcher dans les églises ou remplir les monastères, d'où les moines érudits et fin lettrés avaient disparu, les autorités ecclésiastiques vont ordonner un peu n'importe qui, et cela jouera d'ailleurs certainement un rôle dans l'apparition de la réforme. Mortalité également compréhensible pour les médecins, comme à Perpignan, qui perdit 6 des 8 médecins de la ville, ainsi que pour les notaires et les hommes de loi, comme on l'a vu, particulièrement exposés à cause des testaments, avec une mortalité de 50%. Même remarque d'ailleurs chez les édiles politiques, qui ne s'enfuirent pas tous comme on pourrait le croire. 80% des consuls de Montpellier et 100% de ceux de Béziers moururent en effet de la peste. La mortalité fut aussi logiquement plus élevée chez les boulangers, meuniers et ouvriers du textile, du fait de leur promiscuité avec les rats et les puces, que chez les chaudronniers, forgerons, charrons, maréchaux ferrants et autres dinandiers, dont l'activité bruyante et la chaleur des fours les faisaient fuir. La première vague de cette seconde épidémie, qui concerne donc la peste noire, dura jusqu'en 1352, épargnant quelques zones, ici en gris, sans que l'on sache vraiment pourquoi. Mais la pandémie continua, après cette date, avec de nombreuses résurgences tout aussi dramatiques, comme on le voit sur ce graphique, qui reprend la démographie toulousaine, avec une vague particulièrement meurtrière en 1628. Vague épidémique que l'on retrouvera d'ailleurs dans d'autres villes comme Lyon et qui dura jusqu'en 1632. Ce fut également le cas à Londres, qui avait été relativement épargné par la première épidémie, dite de Justinien, comme nous l'avons dit, mais qui essuya une quatrième vague de cette seconde épidémie particulièrement meurtrière. Le germe, amené par des bateaux en provenance des Pays-Bas en 1664, fit plusieurs victimes à Londres pendant l'hiver 64-65, mais les grands froids empêchèrent son extension. Par contre, le printemps et l'été 1665 furent inhabituellement chauds et l'épidémie commença à prendre de l'ampleur. On estime la mortalité à 75 à 100 000, soit 20% de la population londonienne. Je vous renvoie ici au roman de Daniel Defoe, l'auteur de Robinson Crusoe,
intitulé Journal de l'année de la peste et qui fut écrit en 1720. 1720 fut justement l'année de la vague épidémique de Marseille, qui reste un épisode historique marquant, toujours présent dans la mémoire collective des Marseillais. Ce fut heureusement la dernière épidémie de peste enregistrée en France, quelques cas mis à part dont nous reparlerons. Elle fut amenée par le grand Saint-Antoine, un 3-mâts de retour de Syrie avec une cargaison d'étoffes précieuses et de coton. Selon les déclarations du capitaine Château, le commandant du navire, le vaisseau avait déjà perdu 7 matelots et le chirurgien du bord quand il arriva à Marseille le 25 mai et se présenta au bureau de santé avec une patente dite brute. Il mouilla alors à Pomègue, puis il fut autorisé le 4 juin à se rapprocher des infirmeries d'Arinques pour débarquer les passagers et les marchandises en vue d'une petite quarantaine à l'île Jarre le 27 juin 1720. Mais malgré ces précautions, et à la suite de graves négligences où l'appât du gain n'était pas absent, la peste se propagea dans la ville. Les quartiers déshérités et les plus anciens furent logiquement les plus touchés. On dénombra de juillet à novembre 1720 entre 30 et 40 000 décès sur 90 000 habitants. Il y eut une rechute à Marseille en avril 1722, puis la maladie, particulièrement bien documentée et étudiée par des médecins et des officiers ministériels, s'étendit en Provence malgré l'érection d'un mur. Arles, Aix-en-Provence, Toulon, Allauch, Cassis, Aubagne, mais épargnant certains villages comme Sisteron, sans que l'on sache vraiment pourquoi. Si Monseigneur Belzunce, l'évêque de Marseille de 1709 à 1755 dont nous avons déjà parlé, joua un rôle important pendant cette grande peste de Marseille de 1720, il faut aussi signaler le comportement héroïque de Nicolas Rose, plus connu sous le nom de Chevalier Rose, diplomate qui revenait justement d'Orient et que l'on retrouve sur de nombreuses représentations de cet épisode qui marqua profondément la région. Autre résurgence de cette maladie, en 1770, la dernière vague épidémique en Europe qui toucha Moscou et qui fut la source de graves émeutes. Ici, une carte montrant le nombre d'années durant lesquelles la pandémie perdura dans les 20 villes d'Europe les plus impactées. L'épidémie continua jusqu'en 1844 en Afrique du Nord, mais elle cessa en Europe sans qu'on en connaisse vraiment la raison. En l'absence de traitement, les mesures de quarantaine et d'isolement ne suffisent pas en effet à expliquer le recul de l'épidémie. D'autres causes ont donc été avancées, comme le remplacement des maisons en torchis par des maisons en briques ou en pierre, l'arrivée d'une nouvelle race de rats, Ratus norvegicus, le surmulot, cher à nos écolos, plus résistant à la peste et moins proche de l'homme que le rat noir, Ratus ratus. On ne sait pas non plus trop ce qui se passa en Orient jusqu'à ce qu'apparaisse la troisième pandémie. Les études génétiques sur Yersinia pestis nous apprennent toutefois que le germe est probablement retourné de là où il venait avant de revenir à la fin du XIXe siècle. On vit apparaître, au cours de la peste noire, une riche littérature médicale multipliant les conseils d'hygiène et les traitements curatifs et préventifs, le plus souvent fantaisistes et inefficaces. Nous en reparlerons. Mais on vit aussi apparaître une riche production littéraire, à l'exemple du Décaméron, œuvre majeure de Boccaccio, connu en français sous le nom de Boccace. Boccace était un ami de Pétrarque, qui écrivit lui-même peu sur cette maladie, dont il fut pourtant atteint, mais dont il réchappa, contrairement à sa maîtresse, Laure de Noves, et à ses enfants. Le Décaméron de Boccace bénéficia de nombreuses éditions illustrées et de très nombreuses toiles, comme ici celle de John William Waterhouse de 1916 et qui se trouve à la Lady Lever Art Gallery, ou alors celle de Franz Winterhalter. Le Décaméron, étymologiquement le livre des 10 journées, dont on voit ici une première édition anglaise, est un recueil de 100 nouvelles rédigées entre 1349 et 1351. Dans l'introduction de cette œuvre capitale, Boccace décrit de manière détaillée, émouvante et poignante
l'arrivée de la peste noire à Florence en 1348, évoquant l'impuissance des hommes face au fléau et la fuite hors de la ville des plus fortunés d'entre eux, à l'exemple des 7 jeunes femmes et 3 jeunes hommes de la haute société florentine qui se retirèrent dans une villa dans une ambiance idyllique tout près de la cité Toxane pour échapper au fléau. Une version moyenâgeuse de Loft Story et qui va même, paraît-il, faire l'objet d'une série Netflix après avoir inspiré Pasolini. Pendant 10 jours, chaque participant raconte 10 histoires. Chaque jour est consacré à un thème. L'œuvre se compose donc de 100 nouvelles, un genre littéraire nouveau à l'époque. Ce livre donne en effet une bonne idée de la réaction de la population face à l'épidémie, lorsque dans l'éminente cité de Florence, de toutes les cités d'Italie la plus belle, parvint la mortifère pestilence. Et là, rien ne put s'opposer à elle, malgré la sagesse des mesures humaines, telles que débarrasser la cité de ses immondices, sous la direction de gens préposés à cet office, telles que d'interdire son entrée à tout malade, et de donner une foule de conseils pour la conservation de la santé, malgré l'humilité des supplications maintes et maintes fois faites à Dieu par des personnes dévotes, lors de processions solennelles et sous d'autres formes encore, vers le seuil du printemps de la dite année, horrible elle commença, et de prodigieuses manières à manifester ses effets douloureux. Pour soigner ces maux, les conseils des médecins ne servaient apparemment à rien, non plus que la vertu d'aucune médecine n'apportait de remède. Certains se résolvant à un choix plus cruel encore, que ce fut peut-être le plus sûr, prétendaient qu'il n'y avait pas de meilleure médecine, ni même d'aussi bonne, contre les pestilences, que de fuir devant elles. Émus par cette idée, ne se souciant de rien sinon d'eux-mêmes, nombre d'hommes et de femmes abandonnèrent leur propre cité, leur propre maison, leurs domaines, leurs parents et leurs biens, gagnant d'autres campagnes, ou tout au moins la leur. En ce temps-là, écrivit également Boccace, on déjeunait le matin avec ses parents et ses amis, on dînait le soir avec ses ancêtres dans l'autre monde. Cette littérature médicale et romanesque, mais aussi le travail des historiens, permet d'apprécier aujourd'hui l'impact sociétal et géopolitique de cette épidémie qui fut au moins aussi considérable que pour la peste de Justinien, même si les causes des principaux événements historiques que nous allons évoquer sont bien sûr plurifactorielles. Commençons dès le début de l'épidémie, avec le remplacement en Chine de la dynastie mongole des Yuan par la dynastie mandchoue des Qing. On pourrait évoquer aussi le rôle de la peste dans la chute de l'Empire ottoman en 1453. On a vu que la première épidémie de peste avait sans doute favorisé la montée de l'islam. On peut penser que la seconde contribua à la fin de sa prospérité. Mais c'est surtout en Europe que cette deuxième épidémie eut un impact majeur dans de nombreux domaines. Il n'y a qu'à voir la courbe de démographie pour s'en rendre compte. L'Europe va mettre 2 siècles à retrouver sa population de 1347. Impact tellement important qu'elle fit le lit de la Renaissance, raison pour laquelle nous terminons cette playlist sur le Moyen-Âge avec cette dernière vidéo sur la peste. Impact dont on retrouve d'ailleurs la trace dans la mémoire des hommes du XXIe siècle, avec des termes comme empester, des expressions comme entre la peste et le choléra, fuir comme la peste, ou une vraie peste, quand on parle de sa voisine. Et jusqu'à La Fontaine, qui évoque dans sa fable les animaux malades de la peste, un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Le plus important des effets de l'épidémie fut certainement psychologique, devant cette maladie qui frappait sans distinction d'âge et de sexe, mais surtout de conditions sociales. D'ailleurs, les danses macabres, qui fleurirent du XIVe au XVIe siècle, et dont nous reparlerons, sont symptomatiques de cet état d'esprit, avec ces sarabandes qui mêlaient morts et vivants, riches et pauvres, manants et religieux, soulignant la vanité des distinctions sociales et dont se moquait bien le destin. Dans cette fresque du cloître de San Francisco de Morella, en Castille, toutes les classes sociales font la ronde autour du cadavre. Nobles, reines, rois, papes,
cardinal, évêque, mais aussi moines, clercs, religieuses, paysans, juifs, frères dominicains, prostituées, enfants, femmes de la noblesse, bourgeois, paysannes. La répercussion démographique aussi, avec un brassage de population comme dans le Luberon dévasté, qui fut repeuplé par des familles vaudoises, alpines et italiennes. Répercussions sur les langues. Ainsi, la pratique du français en Angleterre, depuis Guillaume le Conquérant, s'éteignit faute de moines pour l'enseigner, et la langue vernaculaire du peuple anglais prit le dessus. Mais la peste eut surtout d'importantes répercussions économiques et sociales. La peste, comme toutes les épidémies ou les grands fléaux, comme la guerre d'ailleurs, fut en effet un révélateur de tensions socio-économiques et un accélérateur des mutations en cours. La mutation de la main-d'œuvre dans les campagnes entraîna l'appauvrissement des plus riches, qui n'avaient plus autant de monde à exploiter, et une augmentation des salaires pour les survivants, selon la règle de l'offre et de la demande, et donc une diminution des écarts de salaire. Cela diminua aussi le pouvoir des seigneurs, d'autant que l'épidémie vit l'extinction de nombreuses lignées nobles, comme l'évoquent les danses macabres, ici celle de l'église Saint-Germain de la Ferté-Loupière, en Bourgogne-Franche-Comté, tandis que des transferts de fortune contribuèrent à l'émergence de nouvelles lignées, comme les Médicis. De vastes étendues de terres agricoles, autrefois productives, furent transformées en pâturages ou en jachères, et des villages entiers furent vidés, abandonnés. On en compte environ 1 millier, rien qu'en Angleterre. Il y eut, en plus, un important exode rural vers des villes revigorées par l'énergie commerciale, et les paysans restés à la campagne s'approprièrent parfois les terres inutilisées, augmentant le pouvoir de la paysannerie foncière et stimulant l'économie rurale. Bouleversement dans les campagnes donc, mais aussi dans les villes, à l'exemple des ouvriers qui travaillaient à la construction de l'hôpital Saint-Jacques et qui virent leur salaire doubler entre 1348 et 1353. L'épidémie modifia aussi la place des femmes dans la société, les veuves se retrouvant parfois à la tête de l'entreprise familiale. Certains auteurs ont mis en avant la décomposition sociale entraînée par l'épidémie, comme ça avait d'ailleurs déjà été le cas de Procope à propos de la peste de Justinien. Boccace l'évoque d'ailleurs pour l'épidémie de 1348, en décrivant les diverses réactions de ses concitoyens. Mais, contrairement à ce que l'on pourrait penser, une certaine cohésion sociale persista malgré tout, comme le montre d'ailleurs le travail des notaires. Si les solidarités familiales et les barrières sociales volèrent parfois en éclats, il n'y eut pas, malgré les nombreux décès et les fuites des villes, véritablement d'effondrement de la société. Enfin, la peste noire, qui entraîna certes un retard dans la construction des cathédrales, comme à Orvieto, ou même un arrêt complet du chantier comme à Sienne, fut parallèlement à l'origine d'un essor artistique important. Mais un essor artistique orienté vers l'évocation de la violence, de la souffrance, de la démence et du macabre, de manière à exorciser le fléau, à l'exemple des danses macabres que nous avons déjà évoquées et que l'on vit fleurir un peu partout sur les murs et les fresques des églises, et dont la première semble avoir été réalisée à Paris, au Charrier des Saints Innocents, en 1424, bâtiment aujourd'hui disparu et qui se situait dans le quartier des Halles. Par ces sarabandes qui mêlaient morts et vivants, la danse macabre soulignait la vanité des distinctions sociales, dont se moquait bien la mort, fauchant le bourgeois comme le paysan, le pape comme le pauvre prêtre, l'empereur comme le lansquenet. Dans le même genre, citons aussi les représentations des 3 morts et des 3 vifs, qui rappelaient également la brièveté de la vie. On nota aussi une modification dans la représentation des gisants, figure créée au Moyen-Âge. Le défunt était initialement représenté allongé à plat dos, sur une dalle. Vers la fin du XIIIe siècle, les traits du gisant, idéalisés jusqu'alors, se rapprochèrent même de ceux du modèle. Mais à la fin du Moyen-Âge, donc après la peste et en pleine guerre de 100 ans, apparut la figure du transi, où le mort est représenté cette fois dans toute l'horreur de la décomposition, comme on le voit sur ce transi appelé l'homme à moulon. 2 autres exemples de transi pris parmi les sépultures de médecins sont célèbres. Celle de Guillaume de Harsigny, qui soigna Charles VI,
et qui voyagea en Orient et en Italie, fut réalisé en 1397 et se trouve à l'heure actuelle au musée de Laon. Autre exemple de transit, avec celui de Guillaume Lefrançois, médecin et chanoine de Béthune, enterré dans l'église Saint-Barthélemy de Béthune en 1446, mais qui se trouve actuellement au musée des Beaux-Arts d'Arras. Son tombeau, en pierre noire de Tournai, comporte une inscription en lettres gothiques qui court autour de la table. Elle nous renseigne sur l'identité du défunt et sur ses titres. Il était donc docteur en médecine à Béthune, ainsi que bachelier en théologie. Cette inscription nous apprend même qu'il voyagea jusqu'au Saint-Sépulcre de Jérusalem, où il donna sa première messe. À la Renaissance, le transit se redressera logiquement et sera représenté cette fois en pied, à l'exemple du transit du Lorrain Ligier-Richier, qui sculpta dans la pierre calcaire un monument funéraire placé en 1545 près du tombeau de René de Chalon. Toujours à propos de l'influence de la peste sur l'art, à la fin du Moyen-Âge, citons les scènes apocalyptiques de Dürer, le chevalier, la mort et le diable, l'Apocalypse, puis plus tard le triomphe de la mort de Bruegel l'Ancien, copié ici par son fils. Sans oublier l'influence évidente de la peste et de ses conséquences sur Jérôme Bosch. Dans le domaine religieux, ce renouveau artistique s'inspira d'un véritable culte pour la Vierge. La cause divine, on l'a vu, a joué un rôle essentiel dans la lutte contre la maladie, en faisant notamment intervenir Marie qui, comme le rapporte la légende dorée de Jacques de Voragine, avait déjà protégé les chrétiens lors de la première épidémie, dite de Justinien, après la mort du pape de l'époque, Pélage II. Le culte de Marie allait s'accroître pendant l'épidémie de peste, comme le montre l'imagerie. En effet, longtemps, le manteau de la Vierge abrita et protégea les membres du clergé, mais avec la peste du XIVe siècle, les laïcs rejoignirent les religieux dans l'imagerie. On pria également de nombreux saints guérisseurs, comme saint Sébastien, qui avait survécu aux flèches des archers de Dioclétien et qui protégeait donc les humains des flèches divines. Au XIIe siècle fut introduit également le culte de saint Roch, d'ailleurs lui-même médecin et qui soigna les pestiférés, comme on le voit sur ce tableau. Son culte se développa surtout à Montpellier, sa ville de naissance, et surtout chez les dominicains. Mais le culte de ces saints réunis ici n'était pas toujours suffisant pour conjurer le mal, d'où la naissance du phénomène des flagellants. Parti d'Italie, ce mouvement se répandit en Europe de 1348 à 1350 avec des processions itinérantes de quelques dizaines ou centaines de personnes, ce qui d'ailleurs favorisa la contagion. Ces processions suivaient les routes de pèlerinage en pénitence, tête couverte par un capuchon, les yeux baissés, portant une croix, chantant des cantiques, écoutant des prédications, subissant 2 fois par jour, en place publique, des coups de fouet à triple lanière, terminés par des pointes en fer. Ce mouvement, véritable secte mystique et volontiers considéré comme hérétique par l'Église, gagna toute l'Europe, réclamant d'ailleurs souvent au passage l'extermination des Juifs, considérés comme responsables de la propagation de l'épidémie, malgré leur protection par le pape Clément VI et souvent par les autorités locales. Les Juifs furent en effet accusés, parfois en collaboration avec les lépreux, d'empoisonner les puits, provoquant ainsi les épidémies de peste ou de lèpre. Les foules s'attaquèrent donc aux ghettos dans de nombreuses villes, surtout en Allemagne, à Dresde, à Cologne, en Mayence, à Spire, ou alors en Belgique comme ici, à Tournai. À Strasbourg, en février 1349, 900 juifs sur une communauté de 1884 personnes furent brûlés vifs. Voyons maintenant la place des médecins dans cette épidémie. Comme au temps de Justinien, les médecins se retrouvèrent en fait impuissants devant ce mal dont ni Galien, ni Hippocrate, ni même Avicenne avaient parlé. Et cette ignorance était source de stupeur, mais également de peur. Ils attendaient la mort au milieu des morts, comme l'écrivit John Klein, moine franciscain anglo-irlandais, auteur des Annals of Ireland, dans lesquels il témoigne de l'épidémie de peste de 1348 à 1349. Interrogez les médecins, ils sont glacés de peur, écrivit aussi Pétrarque, qui ne les portait pas dans son cœur. Mais il y avait de quoi. D'abord, la cause de la maladie leur était inconnue. Certains attribuaient la peste à la conjonction de certaines planètes, à des éclipses de lune,
ou à l'observation d'une comète, comme celle que Jean de Venette ou Guillaume de Nangis observèrent en 1348 dans le ciel parisien. D'autres citaient des phénomènes naturels, des éruptions volcaniques, des tremblements sismiques qui libéraient des gaz mortels, des désordres climatiques. On a vu que l'Europe sortait du petit âge glaciaire. Ou alors la présence de vapeurs nauséabondes surgissant des cadavres sur les champs de bataille. Je vous rappelle que nous étions en pleine guerre de 100 ans. Ces explications avaient généralement une justification sous-jacente, même parmi les médecins, la colère divine s'abattant sur les hommes, et comme le montre cette fresque de la fin du XVe siècle. Nommé un Guinal du temps de Justinien ou de Saint Grégoire, on doit à Guy de Chauliac, dont nous avons déjà parlé et que l'on voit ici avec son plus illustre patient, d'avoir différencié la forme bubonique de la peste pulmonaire. Ce fut d'ailleurs la seule découverte importante sur cette maladie pendant cette deuxième épidémie. L'essentiel des connaissances que nous avons aujourd'hui sur la peste seront en effet acquises lors de la troisième épidémie. L'autre conséquence médicale concerne néanmoins la prise en compte de la notion de contagion par les médecins et la mise en place de règles d'isolement et de quarantaine. Au début de l'épidémie, les savants se référaient en effet encore et toujours à la médecine grecque classique, attribuant la maladie au miasme. L'infection invisible dans l'air émanait de la matière en décomposition et était absorbée par le corps, soit par la respiration, soit par contact avec la peau. Cette théorie des miasmes impliquait donc la non-contagion puisque le mal était dans l'air, et cela s'opposait à l'isolement des malades qui n'étaient pas contagieux puisque c'est l'environnement qui l'était. Pour les mêmes raisons, le rôle de la fumée qui purifiait l'air était important, à l'exemple des cierges, des bougies ou du tabac, comme le montrent ces ramasseurs de cadavres fumant la pipe. Sans oublier la fumigation des lettres et des monnaies, ou leur désinfection dans du vinaigre, avec le célèbre vinaigre des 4 voleurs, dont je vous donne ici la recette pour remplacer le gel hydroalcoolique lors de la prochaine épidémie de Covid. On ne connaissait en fait comme prévention, dans ce contexte miasmatique, que celle dictée par Hippocrate lui-même. En temps d'épidémie, il faut fuir au plus tôt, le plus loin et le plus longtemps possible. Forte d'une telle référence, comme Galien, qui abandonne à Rome d'ailleurs, les médecins de Marseille, de l'an 1587, fuirent la ville, le théâtre du mal, comme l'appelait Simon de Couvin, et le grand Sydenham lui-même quitta Londres lors de l'épidémie de 1665, sous prétexte que sa riche clientèle avait quitté la ville. À l'exemple des souverains de l'époque d'ailleurs, comme le roi d'Aragon, Pierre IV le Cérémonieux, Charles V, bien nommé le Sage, qui quitta Paris pour Montargis, et plus tard Louis XI. Même les corps constitués et les notables appliquèrent cette prescription, et je vous renvoie à nouveau au Décaméron de Boccace, qui souligna l'égoïsme de cette attitude qui, en plus, disséminait la maladie. Attitude d'ailleurs qui n'est pas sans rappeler celle des bobos parisiens qui rejoignirent en masse l'île de Ré lors de l'épidémie de Covid-19. Certaines villes prendront d'ailleurs des dispositions pour empêcher l'hémorragie de ses habitants, comme Venise qui obligea les officiers de la cité à revenir. En opposition aux miasmatiques, on trouvait donc des contagionnistes, c'est-à-dire des partisans de la contagion, qui furent à l'origine des principales règles d'hygiène publique. Chauliac, dont nous avons parlé, fut l'un d'eux. L'épidémie de peste noire fut en effet, grâce à eux, à l'origine des premières actions de santé publique, la naissance de la médecine publique, si on veut. Venise fut la première à prendre des mesures de lutte contre la contagion, avec la création des bureaux de santé, qui avaient des pleins pouvoirs, avec à leur tête un capitaine de la peste chargé de faire appliquer les règlements dictés par les villes. Ces pouvoirs, faits de coercition et d'aide, étaient assez considérables. Côté coercition, isolement des malades, que l'on enfermait dans des maisons marquées d'une croix rouge, avec comme épitaphe « Dieu ayez pitié de nous », variante ancienne du traçage de nos téléphones portables. Clément VI fit même construire des cabanes individuelles sur des terrains à la confluence du Rhône et de la Durance pour isoler et soigner les pestiférés.
Autre règle mise en place à l'époque, l'expulsion des étrangers, surtout le cas en France au XVe siècle. Le massacre des boucs émissaires comme les Juifs dont nous avons parlé était en quelque sorte une interprétation extrême de cette mesure d'expulsion. On limitait également les déplacements d'une ville à l'autre, avec garde permanente aux portes des villes, dont certaines étaient murées. Là aussi, la ressemblance avec une situation que nous avons vécue est troublante. Enfin, construction d'un mur de la peste, comme en Provence, lors de l'épidémie de 1720. De cette époque date également la mise en place de patentes pour les bateaux dans les ports. Net, si le navire venait d'un port non contaminé, c'est-à-dire rien n'est signalé. Soupçonné, s'il y avait une rumeur d'épidémie, ou brut, si la peste était avérée dans le port de départ. Lettre patente pour les hommes, mais surtout pour les marchandises et les biens, dont nous avons vu la limite avec le grand Saint-Antoine et la propagation de la peste à Marseille en 1720. La quarantaine dans les ports fut inaugurée à Raguse, l'actuel Dubrovnik, en 1377. Tous les arrivants passaient un mois dans l'île de Mercano avant de rentrer dans la ville. Venise fit pareil, mais l'isolement durait 40 jours, d'où le nom de quarantaine, et le nom de lazaret, apparu en 1567, désignant une léproserie, emprunt de l'italien lazaretto, avant 1512, altération de Nazaretto, qui date de 1478, nom donné à l'hôpital construit sur l'île de Santa Maria di Nazareth, devenu Lazaretto Vecchio, comme lieu de quarantaine près de Venise. Ce terme de Lazaretto est également probablement une influence aussi de Lazaro pour mendiant, lépreux, ladre, qui tirerait son origine du nom de Lazare, protagoniste de la parabole de l'Évangile selon saint Luc, dont nous avons déjà parlé. Puis, à partir de là, on construisit des lazarets à Marseille et dans d'autres villes portuaires, mais, rapidement, les lazarets ne se limitèrent pas au port. Parmi les rôles importants des bureaux de santé, figurait aussi le ramassage des cadavres. On payait des fossoyeurs à prix d'or pour récolter les cadavres dans les rues, les fameux crocheteurs, avec des règles d'inhumation très strictes, car la crémation était interdite par l'Église, avec la création de nouveaux cimetières et des fosses communes à l'écart des villes. Les bureaux de santé s'assuraient aussi du respect des règles d'hygiène urbaine, comme l'indication des maisons infectées et leur surveillance, que nous avons déjà évoquées, mais aussi la désinfection de ces maisons. Ils s'assuraient aussi du nettoyage des rues, qui étaient très sales, avec de nombreux édits municipaux, selon les indications et les recommandations de médecins, comme Gentilis de Foligno, inspiré d'ailleurs de Maïmonide, datent d'ailleurs de cette époque. Les techniques de désinfection étaient variables, mais prédominait toujours la théorie miasmatique. Puisque le miasme était dans l'air, d'où le terme empesté, on faisait brûler dans les rues de l'encens, de la myrrhe, de l'aloès, mais aussi des feuilles de laurier ou de pin, voire du soufre. Des règles particulières étaient également imposées aux bouchers, aux tanneurs, aux éleveurs, qui laissaient les animaux dans les rues, mais elles étaient en fait peu suivies. La meilleure désinfection passait bien sûr par le feu. Des quartiers entiers furent brûlés, comme à Bordeaux ou à Milan à la fin du XIVe siècle. Puis on brûla uniquement les affaires et le mobilier des malades. Idem pour les bateaux infestés, qui étaient brûlés aux grandes dames des armateurs, ce qui explique parfois le non-respect des règles, comme à Marseille en 1720. À côté de ces mesures de coercition, les pouvoirs publics et l'Église organisèrent également une assistance aux pauvres avec distribution d'argent et de nourriture, la version moyenâgeuse du « quoi qu'il en coûte ». Dès le début du XVIe siècle, apparurent enfin des médecins et chirurgiens de la peste, rémunérés par des bureaux de santé. Pour se protéger de la maladie, ils portaient un bâton de couleur, un grand manteau, un capuchon, des gants de peau, un masque, avec un long bec rempli d'aromates qui leur donnait l'illusion d'éviter la contagion du mal. Ce costume fut inventé en 1619 par Charles Delorme, le médecin de Louis XIII. Il s'avéra efficace non grâce au masque rempli de parfums et d'aromates, mais parce qu'il protégeait tout simplement de l'attaque des puces. Il est à signaler que peu d'hôpitaux furent créés à l'occasion de l'épidémie de peste, contrairement à ce que nous avons vu pour la lèpre. On peut citer néanmoins à Bourg-en-Bresse un hôpital pour pestiférés en 1472, puis à Lyon 2 ans plus tard, à Moulins
et à Marseille, où on transforma une ancienne léproserie en hôpital pour pestiférer en 1476. Parmi les traitements en vigueur, aucun bien sûr n'était efficace. Que ce soit la thériaque, mélange de plusieurs ingrédients préparés par des apothicaires sous la surveillance des médecins, les purges avec des pilules d'aloès ou les clistères, la purée d'oignon, le croupion de poulet vivant que l'on plaçait sur le bubon, les saignées pour évacuer les mauvaises humeurs, les sangsues qui avaient le même rôle, et enfin l'incision des bubons que l'on faisait parfois mûrir avec des cataplasmes. En l'absence d'efficacité de ces traitements, les médecins préconisaient le suivi de règles de santé et d'hygiène élémentaires, comme bien dormir, se préserver du froid, bien manger, mais en évitant les poissons d'étang, le porc frais, la viande grasse, certaines herbes, le vin léger, mais pas d'ivresse. Les bains et les étuves étaient interdits. À côté des sources écrites, dont nous avons parlé, de nombreux travaux ont été effectués depuis 20 ans à partir d'autres sources comme l'archéologie funéraire. Aujourd'hui, la découverte de squelettes en grand nombre, avec des inhumations peu soignées comme ici à Toulouse en 2014, justifie en effet des analyses paléogénétiques et notamment à partir de la pulpe des dents. C'est grâce à ces analyses qu'en 1998, une première publication confirma la responsabilité de Yersinia pestis dans les 3 épidémies que nous avons évoquées. Le séquençage de Yersinia pestis, réalisé en 2011, permit ainsi de suivre les épidémies dans le temps et dans l'espace et de comprendre les résurgences, mais aussi les causes de l'apparition de cette maladie au moment de Justinien. Il semblerait en fait que Yersinia pestis a évolué il y a 5000 ans à partir d'une bactérie non pathogène pour l'homme, Yersinia pseudotuberculosis, avec l'acquisition, 2000 ans plus tard, d'éléments génétiques jouant un rôle dans la transmission à la puce et l'acquisition d'une plus grande virulence vis-à-vis de l'hôte. On trouve en effet des souches non virulentes sur des restes anciens de l'âge du bronze et des preuves de contamination d'homme à homme, donc sans le passage de la puce. La virulence semble donc être apparue il y a 1000 ans environ, et dans un second temps, la bactérie devint encore plus pathogène avec l'apparition de sa forme pulmonaire. Ces études ont également démontré l'existence de souches légèrement différentes entre les pestes de Justinien, dues à une souche unique, alors que les 2e et 3e épidémies furent le fait d'une souche commune, qui serait retournée en Chine entre ces 2 dernières épidémies. Cette 3e épidémie, qui sévit d'ailleurs encore à l'heure actuelle, il y a eu des cas à Madagascar en 2017, sera encore plus mondiale, mais moins grave, car survenant au moment de la révolution pasteurienne. Nous en reparlerons bien sûr dans de prochaines vidéos d'Histomène, la chaîne de l'histoire de la médecine en question.